Dans le budget du Québécois moyen, le deuxième plus important poste budgétaire est le transport. Tout de suite après les dépenses liées au logement et surtout avant les dépenses liées à l'épicerie. En 20 ans au Québec, la croissance du nombre de véhicules sur nos routes a surpassé celle de la population. On parle d'une augmentation de 2,5 fois. L'augmentation du nombre de véhicules sur nos routes a également surpassé celle du nombre de personnes détenant un permis. On parle d'un ratio de 1,7 fois. En 2023, le gouvernement du Québec a affirmé que pour atteindre nos cibles climatiques, nous devions atteindre la carboneutralité d'ici 2050. On souhaite réduire et ou compenser les gaz à effet de serre qui sont la principale cause des changements climatiques. Tout un défi dans un monde où l'auto-solo domine. Près de 90 % de la population bécomoise utilise la voiture pour des déplacements domicile-travail. Le nombre de véhicules motorisés des ménages s'élève à 1,8. De plus en plus de villes s'intéressent à la mobilité durable. La ville de Bécomo n'y fait pas exception. Je m'appelle Anne-Édith Daou. Bienvenue à bord de notre balado sur la mobilité durable, où chaque épisode est une invitation à repenser nos trajets, explorer des alternatives de transport concrètes et créer un futur où se déplacer rime avec durabilité. Bonjour, Lisanne Saint-Pierre. Bonjour, Anne-Édith. Ça va bien? Comment tu vas, toi? Oui, ça va bien, moi aussi. Oui, ça va bien, merci. Tu es conseillère municipale à la ville de Bécomo depuis 2021 au district Saint-Amélie. Exact. Tu t'intéresses à la mobilité durable. J'avais envie de te demander peut-être de démystifier un peu ce qu'est pour toi la mobilité durable, puis pourquoi c'est un droit. Oui, ben en fait, moi, je me suis intéressée à ces enjeux-là dans une perspective surtout écologiste, là, en fait, là, parce que je me disais, ben, il est où notre plus gros effet sur les GES au Québec? Ben, il est entre autres vraiment présent dans les transports parce que notre énergie, si elle est produite avec une source renouvelable. Donc, je me suis intéressée à ces enjeux-là, me questionner sur la mobilité durable plus généralement. C'est, disons, des concepts dont on entend plus parler depuis les dernières années. On a même une politique au Québec en mobilité durable qui, en fait, si vous connaissez le principe de développement, les principes du développement durable, vous comprenez un peu ce que c'est que la mobilité durable, mais c'est le DD appliqué au transport. Fait que dans le fond, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir la possibilité de se déplacer et de penser plus largement nos déplacements en respectant le fait qu'on veut faire du développement économique, mais de façon à préserver un bon environnement sain, de qualité pour les générations futures et en pensant à l'accessibilité de ce transport-là pour tout le monde, donc le côté social. Donc, on parle des transits économiques, sociaux avec un faible impact environnemental, des déplacements aussi pour toutes sortes de... à la fois pour le travail, pour les loisirs, mais on veut que ce soit, encore une fois, comme je disais, réfléchi dans une perspective beaucoup plus globale que juste de partir d'un point A à un point B, mais comment est-ce qu'on peut avoir une vision plus qualitative de nos déplacements, donc de penser à la qualité de nos déplacements sur l'impact que ça peut avoir sur, comme je disais, l'environnement ou même l'accessibilité d'un déplacement d'un point A à un point B pour des populations qui, par exemple, n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, tu sais. Fait qu'il y a aussi ça dans la mobilité durable. C'est pas juste... Moi, je suis partie du point de vue plus écologique, mais il y a aussi une plus large portion qui est aussi sociale là-dedans. Oui, absolument. Puis c'est un droit de se déplacer sur le territoire. Ben, écoute, s'il faut au minimum, si on veut que les gens puissent... à la fois profiter de ce que la société offre et de ce que la communauté offre et eux-mêmes aussi faire profiter de leur talent, de leur potentiel à la communauté, il faut qu'ils puissent se déplacer. C'est bon pour un paquet de facteurs en temps de sécurité publique et économique, environnementale. Donc, bien sûr, si on veut être très inclusif dans notre perspective de comment on accueille les gens sur le territoire pour qu'ils puissent se déplacer, il faut penser à tous nos groupes sociaux, finalement, puis pas juste aux gens qui sont en mesure de passer à une voiture entièrement électrique ou pour eux faire leur part dans la mobilité qu'on pourrait dire plus durable, finalement, tu sais. Oui. Puis, on parle beaucoup de l'approche classique en transport versus la mobilité durable. Pour toi, ça serait quoi les grands enjeux ou les grandes différences, en fait, entre les deux? Encore une fois, il faut sortir du paradigme de se dire que c'est
c'est quoi comment je peux me déplacer d'un point A à un point B. La façon la plus classique qu'on a, c'est le transport automobile. C'est ça, c'est ça qu'on a toujours eu comme premier réflexe, encore plus en Amérique du Nord. Ouais. Puis on pense nos déplacements pour qu'ils soient efficaces pour la voiture. Puis pour qu'on ait des larges corridors pour qu'ils acceptent beaucoup de transit de voitures. On a pensé à des grands boulevards. On a développé nos villes comme ça. Les stationnements. Les stationnements, les grands stationnements, les grands espaces. Là, il faut redéfinir même nos quartiers pour penser à comment on peut se déplacer dans ces quartiers-là, puis comment est-ce qu'on peut avoir des espaces de vie. On pense plus en termes de milieu de vie qu'en termes de déplacement, mais plutôt comment est-ce que mon milieu de vie peut m'amener à faire des déplacements plus actifs? Comment est-ce que mon milieu de vie peut m'apporter des services à plus grande proximité de chez moi, plutôt que d'être dans des quartiers exclusivement résidentiels ou exclusivement tournés sur les commerces, les services, le travail, puis avoir des espèces de lieux un peu dortoirs où il se passe pas grand-chose. Puis il faut nécessairement prendre la voiture pour sortir. Fait que là, on est plus dans une réflexion plus globale à se dire, bien, comment est-ce qu'on peut penser nos villes pour qu'elles intègrent les principes de mobilité durable, puis donc d'avoir plus de cohabitation des usages dans un même quartier. Donc, puis Sainte-Amélie, je suis vraiment contente de pouvoir le dire puis de représenter ce quartier-là, entre autres pour ça, parce qu'on a une mixité des usages qui est quand même, je pense, une des plus grandes. En fait, les deux pôles où on a des centres-villes, les deux quartiers où on a des centres-villes, c'est plus facile de faire des déplacements à pied, de faire des déplacements à vélo. On a des services à proximité de la portion résidentielle, ce qui est beaucoup plus facile de diversifier accessible, ses transports. exact, puis beaucoup plus inclusif dans le lien entre les services et la population. Et tu l'as dit un petit peu tout à l'heure que c'est depuis 2018, dans le fond, que le Québec s'est doté d'une politique de mobilité durable qui est basée sur l'approche RTA, donc réduire, transférer, améliorer. Peux-tu m'expliquer peut-être un petit peu plus en détail en quoi ça consiste, puis pourquoi cette approche-là est intéressante? En fait, c'est sûr que quand on parle de l'approche RTA, on a quand même certains changements de paradigme. Oui, ça peut faire peur d'emblée. Oui, ça peut amener les gens à voir qu'il va falloir qu'ils fassent des changements d'habitude. Mais ce qu'il faut, je pense que les gens retiennent en écoutant le balado aussi, c'est de voir que à travers cette approche-là, on est aussi là pour faire des pas vers eux dans leur changement d'habitude. Fait que c'est pas de diaboliser la voiture? Non. C'est ça? Non, pas du tout. Puis surtout pas dans un lieu aussi peu densément peuplé que Oui, Bécamo. absolument. Où les distances sont grandes. Et aussi longues, c'est ça, aussi étendues sur le territoire. Puis surtout avec des aussi longues distances qu'on a à parcourir pour se rendre dans les grands centres, tout ça. Donc, RTA, comme tu l'as dit, le R, c'est pour réduire. Donc, on veut réduire le temps de déplacement. On en a parlé un petit peu en ayant des quartiers un peu plus mixtes au niveau des usages, donc avoir du résidentiel avec du commercial, par exemple. Comme il y a des gens même qui habitent sur Place La Salle, eux, c'est comme l'exemple parfait de mobilité très, très courte, de très court temps de déplacement. Ouais. Et réduire le transport qu'on fait en voiture pour le transférer, donc qui arrive au T finalement, transférer vers, en fait, faire le transfert modal, donc transférer de mode de transport vers un mode qui est plus durable finalement, transport actif, transport en commun. Et puis, quand on transfère, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir créer des modes de transport qui sont intéressants pour les gens, pour qu'ils aient envie de transférer. Puis, indistinctement, peu importe si on parle à des gens à Montréal ou on parle des gens à Bécamo, ce que les gens recherchent, c'est d'avoir de la fréquence dans le transport. Donc, que ça passe souvent, qu'on n'ait même pas besoin de regarder une application pour voir quand est-ce que le prochain bus va passer, par exemple. Qu'on ait une amplitude, ça veut dire donc qu'on commence très tôt le matin, on finit tard le soir. Qu'on ait une fiabilité du service, donc qui est là quand on en a besoin. Donc, il y a des éléments comme ça qui qualifient le service qui sont nécessaires. Oui, puis il faut que ça soit agréable et sécuritaire aussi. Exactement. Donc, il y a quand même plusieurs facteurs accessible, à prendre en compte. Autant pour... on fait souvent mention des personnes à mobilité réduite. Il y a du transport adapté pour ces personnes-là aussi, mais on a souvent des demandes au transport en commun pour des personnes qui ont des poussettes avec eux. Fait que comment est-ce qu'on peut favoriser cette accessibilité-là aussi? Fait qu'il faut que le transfert soit agréable.
Donc, il faut qu'ils répondent finalement, il faut qu'ils soient aussi efficaces que la voiture. Il faut que ce qu'on propose soit aussi efficace dans le sens où quelqu'un qui va faire le transfert, oui, peut avoir des très fortes convictions écologiques, là, puis dire « Ah, moi, ça me dérange pas de prendre un peu plus de temps parce que je sens que je fais ma part. Ouais. » Mais ça, c'est peut-être les early adopters, là, donc les gens qui adoptent très rapidement une tendance. Mais pour aller rejoindre un large spectre de gens, il ne faut pas se dire que parce que c'est du transport en commun, ce serait correct que ce soit un peu moins efficace. Ouais. Non, il faut que ce soit d'une aussi... faut pas penser que les gens qui font de la mobilité durable comptent pas leur temps comme les autres aussi. Puis le A, c'est pour améliorer finalement. Donc, on peut parler d'électrification des transports, mais si on parle juste d'électrification des transports, puis qu'on garde le même nombre de véhicules qu'on a en ce moment sur le territoire, ça ne marchera pas. Non. On va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité, puis déjà, on voit qu'on en manque. Là, déjà, on voit qu'on va arriver au bout de ce qu'on a. Donc, ce serait pas... on ne changerait pas réellement nos façons de fonctionner si on était juste avec une approche qui pense à l'électrification des transports. Il faut penser plus en amont à des paradigmes différents. Fait que c'est là où, des fois, ça peut amener une petite peur face au changement que ça peut amener, mais en même temps, on peut y aller tranquillement. C'est ça, un pas à la fois. C'est ça, exact. Exactement. Ouais. Le plus petit pas possible que vous êtes capable de faire, c'est quoi, tu sais? C'est avancé. Ce serait quoi, toi, Anédith, ton plus petit pas possible? Ah, ben, moi, je l'ai fait aujourd'hui. Là, on est à Bécomo, donc j'ai dormi dans le centre-ville et j'ai décidé de mettre ma voiture dans le stationnement 24 heures et d'aller déjeuner dans un commerce de proximité, de prendre mes jambes et de marcher. Et ensuite, c'est ça, fait que donc, j'ai pas utilisé ma voiture aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'y penser, je pense. D'y penser, je pense, à tous les jours. Oui, exact, parce que c'est tellement facile quand on sort de chez soi, la voiture est là. C'est comme une évidence. Un automatisme. Des fois, on y réfléchit même pas, tellement que c'est ancré en nous, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand j'ai pris la décision de commencer à prendre plus le transport urbain, comme j'étais sur le comité de transport, je me suis dit, je vais essayer de le prendre davantage pour voir ce qu'on offre comme service. Puis oui, c'est de la planification, bien sûr. Puis surtout avec le système qu'on a actuellement, oui, bien sûr, il faut y penser, faut se planifier. Il faut avoir, des fois, un horaire un peu plus flexible. Tu sais, je comprends que c'est pas possible pour tout le monde tout le temps, mais tu sais, des fois qu'on se dit, si on se donne un défi qui est réaliste, qui est raisonnable, je me suis donné un défi à la hauteur de ce que je pensais pouvoir être une réussite. C'est important de se donner des défis qu'on pense qu'on peut réussir parce que sinon, on se démotive. Là. Oui, absolument. Puis Bécomobilité, le laboratoire, c'est quand même un projet qui est assez novateur, qui sort un peu des sentiers battus là, pour les gens sur la Côte-Nord. En fait, je pense pas qu'il y a un projet comme tel ailleurs, mais peut-être. Sinon, faites-nous signe. On aimerait ça. C'est ça, exactement. On aimerait ça. Apprendre de vos bons conseils. Exactement. Certainement. Mais pourquoi, pour la ville de Bécomo, la mobilité durable est une priorité? Est-ce que tu sens que c'est une priorité? C'est sûr qu'on a on sait qu'on a du travail à faire dans la ville pour le transport en général, dans le sens où, excuse-moi, il y a quand même une large part des gens qui se déplacent en auto solo. On le sait, pour avoir fait notre inventaire de GES il y a quelques années, que c'est une large part de nos GES qui passent en transport, mais ça, c'est un peu comme partout au Québec. Ouais. On sait qu'on a un système de transport en commun qui répond à certains besoins, oui, certainement. Là, quand je le prends, je ne suis pas toute seule, là, je vous rassure. Des fois, il est même presque plein. Là, c'est quand même un autobus d'une 20aine de passagers. Bref. Puis ce qui est intéressant, petite parenthèse, c'est que les gens peuvent toujours être assis, ce qui n'est pas le cas dans les transports en ville. Absolument. Fait que c'est confortable. Mais donc, on sait que ce transport-là, oui, il est intéressant pour des gens qui arrivent ici qui n'ont pas de voiture, pour certaines franges de la population, pour des étudiants, pour des nouveaux arrivants, par exemple. On sait qu'il répond à certains besoins. Mais on sait qu'il y en a d'autres personnes aussi qui nous demandent. Depuis, entre autres, que moi, je suis rentrée en mandat, mais je sais, pour avoir parlé avec d'autres conseillers qui sont là depuis plus longtemps, qu'il y a des doléances quand même par rapport au transport en commun là, dans les dernières années. Puis c'est toujours les mêmes critiques. Là. Ce que je disais tantôt par rapport au transfert, bien, la fréquence, l'amplitude, ça revient quand même souvent dans les critiques que les gens ont. On a à la fois des personnes aînées, des étudiants qui nous font part de leur doléance par rapport à un système de transport en commun. Fait que c'est sûr qu'on
on le voit comme étant quelque chose qu'il faut étudier. Puis le laboratoire, c'était un peu cette idée-là de se dire, ben on ne sait pas encore ce qui peut fonctionner ici, mais si on est capable de le tester, de voir ce à quoi les gens adhèrent, puis de garder ce qui fonctionne. Ben, il n'y a pas meilleure façon d'y aller de façon logique économiquement aussi, tu sais, pour pas commencer à faire des grands changements, puis que finalement, on se rend compte dans 3-4 ans que ça n'a rien changé, puis qu'on a juste... Ça a été un gouffre financier, par exemple, ça. Absolument. Il faut quand même respecter le fait qu'on gère de l'argent des deniers publics, là, de l'argent des contribuables. Fait que, c'est pas rien, il faut avoir du respect pour ça aussi. T'sais. Ben oui. Puis une des cibles de la politique québécoise en mobilité durable, c'est que 70 % de la population québécoise a accès au moins à 4 services en mobilité durable. Puis je me demandais, est-ce que c'est réaliste pour une ville comme Bécomo, qui est dite en région éloignée, avec la population qu'on a, comme on a dit tout à l'heure, et avec la distance aussi, tu sais, qu'on a à parcourir, là. Puis je parle de Bécomo, mais plus largement la Côte-Nord également. C'est quand même des bons défis pour nous. Tout à fait, tout à fait. Avoir accès, c'est sûr que... En fait, va falloir... Si on veut développer cet accès-là, va falloir changer aussi un peu notre façon de voir le transport en commun ou la mobilité durable en général, puis le voir comme un service versus une dépense. T'sais. Un peu comme on ne se questionne pas sur est-ce que l'éducation ou la santé, c'est des services qui sont rentables. Bien, c'est un service. Si c'est un service qu'on offre à la population, ben, on va peut-être changer de façon de réfléchir à la rentabilité de l'exercice. Cela dit, dans la politique québécoise de mobilité durable aussi, ce qui est nommé comme une condition gagnante, c'est le financement pérenne, tu sais, donc qui dure dans le temps. Cette politique-là date des libéraux de 2018, mais a quand même été maintenue là, par la ministre actuelle, Geneviève Guilbeault, jusqu'en 2030. Puis on voit quand même que c'est une des conditions gagnantes qu'il nomme et qui nomme déjà en 2018 que la taxe sur l'essence, la taxe sur l'immatriculation, tout ça, ça ne pourra pas... aussi, et ça ne pourra pas demeurer. Ad vitam aeternam, notre principale source de financement du transport collectif, parce que il y a là une avenue qui va s'épuiser, dans le sens où si on veut que les gens passent à l'auto électrique puis qu'on veut qu'il y en ait moins, on va avoir moins de taxes sur l'essence, moins de taxes sur l'immatriculation. Il va falloir trouver une façon de le financer autrement. Puis ça, c'est inscrit dans leur politique. Donc, on sent qu'il y a un souhait là. Donc, deux facteurs, là. Bref. Est-ce que c'est réaliste si on ne pense de façon beaucoup plus globale avec le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, les trois ordres de gouvernement, finalement, ensemble, qu'on le voit comme... qu'on change notre façon de considérer la dépense versus le service qu'on offre. Puis une autre des conditions gagnantes, c'est de travailler en partenariat et c'est aussi de mobiliser les citoyens puis de les sensibiliser. Bien, ça, on le fait aussi à travers le laboratoire, puis justement en jasant ensemble de mobilité durable aujourd'hui. Mais est-ce que tout ça, finalement, si on le met tout ensemble, puis que les citoyens font le transfert modal, parce que le service est au rendez-vous, ben je pense que oui, là, on pourra aller vers quelque chose qui fonctionne pour nous dans notre région. Est-ce que ça va être de l'autopartage plus que des vélos électriques ou, tu sais, parce que ça va être plus adapté pour nos besoins ici? C'est possible. Tu sais, je pense que les 4 possibilités, les 4 offres de services, ce serait logique, en fait, et souhaitable qu'elles ne soient pas les mêmes partout sur le territoire québécois. Bien entendu, mais en même temps, en développant 4 offres, il faut s'assurer quand même de la performance de chacun de ces services-là. Donc, juste d'en mettre un et de l'en instaurer un, c'est déjà énorme. Ben oui, tu sais, il y a c'est comment on planifie, en fait, cette diversification-là en termes de mobilité. Bien, c'est un grand défi parce que déjà, juste le fait que Bécomo ait son système de transport urbain, il y a très peu de villes de notre taille qui ont ce système-là exactement. Tu sais, il y a du taxibus ailleurs, mais un système de transport urbain tel que nous, on l'a, ou même juste du depuis 1937 en plus. Ou même juste du transport en commun, c'est pas nécessairement si accessible que ça, puis ça surprend quand même les gens quand ils arrivent ici. Fait que oui, tu sais, déjà, on peut
un peu miser sur le fait qu'on a, on a quelque chose à la base qui est déjà présent, qui est à améliorer, mais qui est déjà là. Mais, tu sais, on a quand même aussi des infrastructures qui sont déjà présentes. Fait que c'est pas qu'on part de rien. Par exemple, si on parle d'un transfert vers de la mobilité plus active, puis qu'on parle de sécuriser des trottoirs. Mais quand le boulevard La Salle a été refait, il y a quand même des très larges trottoirs, très en retrait du boulevard aussi, tu sais, qui permettent à beaucoup de gens de se déplacer à pied puis de faire des déplacements plus utilitaires. C'est le cas aussi sur Place La Salle. Là. On voit que c'est quand même très attrayant pour les piétons de se promener. Pour les vélos, on a, oui, du travail à faire, mais on rencontrait la véloroute des Baleines, justement, il n'y a pas longtemps avec le conseil, puis on prenait la mesure de tout ce qui a été fait déjà jusqu'à maintenant. Fait que oui, tu sais, on voit qu'il y a des choses qui demeurent à être implantées, qu'il y a des choses qui demeurent à être améliorées, mais on voit qu'on ne part pas de rien. Puis oui, en ce sens-là, c'est sûr que c'est un défi d'implanter 4 offres de transport si c'est le souhait de la politique québécoise. Puis là, ben, je reviens un peu avec l'idée que ben, c'est un défi et le gouvernement provincial va devoir être à nos côtés pour réaliser ce défi. Bien, c'est un peu ça. C'est bien de mettre des objectifs, mais il faut que ces objectifs-là soient atteignables pour les municipalités qui déjà ont des difficultés de financement, ont des difficultés... on doit jongler avec plusieurs défis, finalement. Tout à fait. Puis il y a aussi dépendamment de la grosseur de la population, parce que même à cette île, ils ont certains services, mais c'est un enjeu pour eux également. Puis je pense pas aux petites municipalités, aux petits villages. C'est quand on parle tu sais, je veux dire, on a de la difficulté à avoir une sécurité alimentaire, là, donc de se déplacer et de diversifier sa mobilité, c'est un autre défi. Oui, un autre souci, là, tu sais, mais en même temps, si on permet d'avoir plus de fluidité de transport, on permet d'avoir accès à plus d'offres alimentaires aussi. Fait que les deux fonctionnent ensemble, mais il faut le penser de façon plus régionale quand on pense aux petites municipalités, parce que, par exemple, Pointe-aux-Outardes, Franklin ne pourront pas développer leur propre système de transport collectif, c'est bien certain. Est-ce qu'on peut s'inspirer d'une ville comme le Saguenay, par exemple? Saguenay, la Gaspésie aussi, qui a son système de transport plus régional. Je pense que, là, je ne veux pas me tromper, mais Rimouski est beaucoup plus large que seulement le cœur urbain dans ses réseaux. Il y a quand même des belles choses qui se passent ailleurs, qu'on peut regarder, qui sont en région. Donc, on peut réfléchir plus largement avec les autres municipalités, mais dans une perspective de MRC, donc de région, pour pouvoir leur rendre plus accessibles ces modalités de transport-là, puis aussi pour faire profiter d'une certaine expertise qui est centralisée, parce que chaque petit village ne peut pas avoir une ressource comme nous, on a la chance d'avoir à la ville de Bécomo, qui est dédiée à la mobilité durable. Absolument. Donc, faut mettre en commun ces expertises-là. Puis ce que je trouve le fun aussi dans ce dossier-là, dans ces domaines-là, c'est que tout le monde pousse dans la même direction. On a tous un objectif commun. Donc, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être transmises. Je parlais avec quelqu'un de Sherbrooke par rapport au fait qu'eux ont rendu leur transport entièrement gratuit pour les étudiants. Comment ça se finance, comment ça se passe. Tu sais, ils ont été très généreux de leurs informations. Bien, c'est un peu parce qu'on vise tous un même objectif, là. Donc, c'est intéressant, ça, de pouvoir voir ce qui se pousse ailleurs pour pouvoir, en même temps, en se disant pas nécessairement qu'on va l'implanter ici, mais que ça alimente la réflexion. Oui. Mais est-ce qu'on est prêt à Bécomo à se départir un peu de notre voiture? Parce que l'auto-solo, on en a parlé avec d'autres invités à ce podcast, puis honnêtement, c'est ancré en nous. L'auto fait partie de notre identité depuis qu'on a l'âge d'avoir une voiture, donc 16, 17, 18 ans, là. Oui, puis c'était la même chose dans ma région natale, là. Tu sais, c'était pas possible pour moi d'envisager la fin de mon secondaire sans voiture, là. C'était d'une évidence, c'était sûr. C'était même pas une question que je passais mon permis ou pas, là. C'est quand je le fais, puis quand j'ai ma voiture après, là. Fait que c'est comme une... C'est associé à une liberté aussi. Oui, oui, tout à fait, puis une autonomie, puis c'est flexible, puis ça nous permet de... Puis je comprends qu'il y a des gens qui ont des contraintes professionnelles, des contraintes familiales, tout ça, pour qui c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à ça, puis que il y a un moment où peut-être ce sera pas leur geste à eux à court terme, là, que de laisser tomber la voiture, là, mais l'idée, c'est pas non plus que
on ait 0 voiture par ménage, là, tu sais, si déjà on pouvait se dire que, ben, des gens qui ont 2, 3 voitures par ménage, tu sais, réduisent de une ou parce qu'il y a la possibilité d'aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Tu sais, je sais qu'il y en a quand même des citoyens qui sont prêts à faire le pas, mais que c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès à quelque chose qui répond à leurs besoins qu'ils ne vont pas le faire. Ouais. Fait que, mais oui, tu sais, c'est sûr que on n'est pas dans un endroit où on a une densité de population qui demande un service de transport en commun, là, qui le revendique puis qui a été éduqué comme ça, socialisé, qui a grandi là-dedans. Ça fait pas partie de notre socialisation, ça fait pas partie de nos habitudes. Est-ce que... mais en même temps, tu sais, des fois, je me ramène à me dire, ça faisait pas partie de nos habitudes de s'attacher en voiture. Ouais. Ça faisait pas partie de nos habitudes de pas fumer. Ouais. Ça fait, tu sais, puis il y a des choses comme ça, des changements dans les habitudes de vie qu'on a vus sur finalement, en fait, assez peu de temps à l'échelle, mettons, de la vie, tu sais, de notre existence humaine, mais qui, oui, vont demander quand même un certain nombre de générations, des apprentissages, mais aussi, tu sais, de l'indulgence face aux réalités multiples, là, tu sais, qui existent sur notre territoire, là, tu sais. Oui, puis je pense aux voitures, mais je pense aux motoneiges, aux 4 roues, aux tout transport motorisé aussi, les roulottes. Il y a quand même des habitudes qui sont très ancrées et qu'il ne faut pas démoniser non plus. C'est ça. Donc, ça fait partie aussi de notre mode de vie, pas à tout le monde, mais à certaines personnes. Ouais. Puis, en même temps, comment on arrive à faire une mobilisation citoyenne ou du moins à créer un changement chez les gens? Ouais. Bien, ça, c'est tout le défi. C'est pour vrai, pour moi, je trouve que c'est là que ça réside. Mais est-ce qu'il faut aller sur est-ce qu'il faut miser sur l'aspect économique ou il faut miser sur l'aspect environnemental, selon toi? Le point de bascule pour chacun va être différent. C'est ça. Pour moi, c'était l'idée que je voulais faire des actions pour diminuer mon empreinte personnelle parce que moi, ça me déstresse. ça me met dans l'action, puis ça me fait du bien de faire ça. C'est, à la limite, c'est égoïste, là, dans le sens où je fais mon choix pour moi, mais évidemment, il y a un impact collectif, mais ma motivation était personnelle. Fait que ça va être quoi la motivation de chaque personne? Ben, c'est là que c'est dur de la trouver pour tout le monde, puis de faire des gestes à grande échelle qui vont avoir un impact sur l'individu. Mais la raison pour laquelle on voit de plus en plus d'influenceurs, c'est parce qu'on est plus influencé par nos pairs puis par leur changement d'habitude que par une compagnie qui nous dit quoi penser. Fait que moi, je me dis, il y a peut-être quelque chose là aussi à regarder, à se dire, en tout cas, moi, je le vois que depuis que je prends le transport en commun, ben j'en vois des collègues de travail qui l'ont essayé. J'en vois des amis qui l'ont essayé, tu sais. Fait que, puis moi, en voyant mes amis, par exemple, je travaille au cégep aussi, se rendre au cégep en vélo, je me disais, OK, c'est-tu mon prochain petit pas possible pour moi, tu sais, de penser à ça? Fait que je pense qu'on par l'émulation un peu, tu sais, les uns les autres, mais des campagnes, tu sais, à grande échelle, c'est un peu ça, ça rejoint un peu tout le monde et personne à la fois, fait que c'est dur d'aller cibler, mais en même temps, on peut quand même essayer d'aller rejoindre des groupes qui ont des habitudes similaires, qui vont se reconnaître dans nos messages. Puis c'est là où on peut pas plaquer quelque chose qui existe déjà ailleurs, puis il faut vraiment que ce soit... Je pense que ça fonctionne bien quand on se reconnaît dans notre identité nord-côtière, on en est fiers. D'appartenance d'origine ou pas, là, moi, je me sens très ancrée dans Bécomo maintenant comme ma ville d'adoption. Puis donc, je suis fière quand on parle de la spécificité de Bécomo, ben comment est-ce qu'on peut se servir de ça pour amener les gens à se sentir aussi un peu leader dans un mouvement, parce qu'on est une ville régionale qui décide de se questionner, tu sais, on dit Manicouagan, terre de visionnaire, ben c'est un peu ça aussi. On peut jouer là-dessus sur l'idée que quand vous êtes venu ici, vous étiez un peu visionnaire d'être ici, tu sais. Vous êtes en retrait d'un paquet de choses, mais en même temps tellement proche de plein d'autres choses, tu sais. Absolument. Fait que, comment on peut se servir de ça aussi comme un levier? On parle beaucoup de la mobilisation citoyenne, puis ce qu'un citoyen peut faire ici pour la mobilité durable. J'ai envie de te parler de tourisme. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de road trip. Notre route, elle est longue, elle est belle, elle est magnifique. On a des beaux territoires, mais c'est vraiment l'aspect road trip qui est mis de l'avant.
De quelle façon on peut voir la mobilité durable d'un point de vue touristique? Bien, c'est sûr qu'on le fait déjà, puis depuis longtemps, ça se fait déjà, entre autres, avec les voyages de vélo, là, tu sais. Ouais, fait que ça, c'est vrai. comme une évidence. C'est Puis encore vrai. plus, là, maintenant, on a une belle carte. La Véloroute des Baleines est vraiment considérée Ouais. sur toute la Côte-Nord. Il y a Absolument. plein de circuits, puis ils font des... C'est de plus en plus sécuritaire aussi. Ils font Définitivement, beaucoup ils font de travailler sensibilisation très là-dessus, fort puis ils travaillent là-dessus. très fort avec Ouais. les municipalités Tout à fait. et le ministère des Transports, Ouais, tout ça, voilà. pour élargir les accotements, faire des voies de contournement. Bref, c'est une destination qu'eux, ils voient quand ils font des salons vélo qui est en augmentation en popularité. Entre autres à cause de nos beaux paysages, tu sais, puis le fait que c'est grandiose comme ce qu'on peut voir comme point de vue. Puis c'est sûr que, tu sais, si on le regarde de façon plus globale, puis qu'on se dit, OK, ben oui, on peut quand même faire des road trips, faut pas s'empêcher. Ben si on regarde de façon plus globale, faire un road trip au Québec a quand même un impact écologique moindre qu'un voyage en avion, là, tu sais. Fait que, après, c'est toujours par rapport à quoi on se compare, là, tu sais. Puis quand on investit dans nos milieux, dans nos communautés, parce qu'on va se déplacer dans une région pour aller la visiter, ben c'est de la richesse collective qu'on crée qui peut être réinvestie dans la communauté pour offrir... Faut le voir plus globalement. ...du transport aussi par la suite, ou que sais-je. Puis, ben, on peut essayer, tu sais, c'est un des pans du laboratoire, on peut essayer d'attirer des gens qui vont vouloir, avec des initiatives de mobilité durable, à venir les essayer à Bécomo en ayant une offre distinctive, par exemple. Puis oui, on peut avoir des voyages de motoneige, mais est-ce qu'on peut aussi avoir des voyages de fat bike l'hiver ou, tu sais, je sais pas trop, mais ça, c'est pas mon domaine d'expertise, mais ça peut aussi être un produit d'appel. Absolument. C'est intéressant de le voir de cette façon-là également. Vraiment. Et pour toi, ça serait quoi la ville idéale en termes de mobilité durable? Bon, mettons qu'on rêve, là, puis je ne parle que pour moi. Ben, c'est sûr que moi, si je suis capable d'avoir un continuum de services qui me permet de me rendre d'un point A au point B sans ma voiture de façon flexible, dans l'horaire, puis de façon fiable, ce serait l'idéal. Fait que, si je pars de chez moi, que j'ai assez peu de temps à faire, par exemple, à pied pour me rendre au prochain arrêt de bus, que j'ai pas besoin d'avoir vérifié que, OK, il faut que je sois là un certain nombre de temps d'avance, puis là, c'est le seul arrêt qu'il y a dans l'heure, puis bon, bref, que dans le fond, je le sais qu'il va passer dans un temps raisonnable, que je l'attrape, puis que je me rends, par exemple, au centre-ville de Mingan, j'attrape un lunch, puis qu'à partir de là, au lieu de reprendre le bus, ben j'ai un vélo en libre-service qui me permet de me rendre au cégep, ou même, là, je pourrais y aller à pied, mais vous comprenez le principe. C'est de pouvoir allier plusieurs modes de transport dans un même trajet. Ouais. Ça, pour moi, ce serait l'idéal parce que ça nous permet des fois de couvrir des territoires qu'on n'est pas capable de couvrir avec certains modes de transport. Ça nous permet de se rendre plus loin, ça nous permet de se rendre plus vite. C'est aussi très bon pour la santé, là, de bouger davantage dans nos déplacements. Puis ça permet de rejoindre une plus large portion de la population parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir prendre le même service, mais si on est capable d'en avoir assez pour que ça rejoigne un peu tout le monde, ce sera tant mieux. Mais je m'attends pas à ça demain matin, bien sûr. Puis peut-être que ce sera jamais exactement comme ça, mais tant qu'on va tendre vers une amélioration du service qui va répondre le plus possible aux besoins, puis que ce besoin-là, tu sais, c'est sûr qu'il va se modifier à travers le temps. Tu sais, on parlait pas autant des changements climatiques qu'on en parle maintenant. Les villes vont être aux premières loges de ça. Comment est-ce qu'on peut s'y adapter? Ça fait aussi partie de cette réflexion-là, tu sais. Puis on en est tous globalement beaucoup plus conscients. Là. Puis ton souhait politique, tu parles de s'adapter, d'avoir une amélioration, mais à quelle vitesse? Ah, ben la politique, on veut toujours... ouais. Comment je te dirais ça? La question qui tue? Oui, vraiment. C'est sûr que, tu sais, on se lance en politique pour changer les choses. Là. On n'est pas là... tu sais, je veux dire, on n'est pas là juste pour regarder le train passer. Là, on veut le conduire, on veut que les choses se passent. Il y a des raisons, tu sais, avant de rentrer en politique, tout le monde me disait, tu vas voir, tu sais, faut que tu aies de l'ambition, mais faut que tu sois consciente que les choses avancent pas très vite. Puis je me disais, ouais, non, mais ça va être différent, là, je vais changer ça. Grande illusion détruite. Et heureusement, en fait, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles, des fois, les choses
sont plus lentes, puis c'est correct. Il y a beaucoup de vérifications qu'on doit faire pour être sûr qu'on est toujours dans notre cadre légal. Il y a aussi une adhésion à susciter au sein du conseil, au sein de l'administration municipale, au sein de la population en général. Tout le monde doit travailler dans le même sens, puis si on va aller trop vite, je veux dire, on l'apprend à ses dépens assez vite, tu sais, qu'il faut... On a tout intérêt à le faire plus lentement, mais que, tu sais, je pense que c'est... Sinon, en fait, on n'avance juste pas. Tu sais, il se passera rien. Fait qu'il vaut mieux avancer... Ça a l'air un peu cliché de le dire, mais il vaut mieux avancer moins vite, mais tous ensemble, tu sais. C'est ça. Fait que oui, bien sûr que ma vie idéale, je pourrais vouloir l'avoir demain, mais en même temps, il faut être conscient de là où les gens sont, puis faire le cheminement tous ensemble en prenant les gens là où ils sont sur le continuum vers le changement d'habitude, puis en sachant qu'il y a des gens qui sont déjà en avance que on n'aura pas besoin de les convaincre, puis ça fait longtemps qu'ils sont convaincus. Puis qu'il y en a d'autres qui sont peut-être ailleurs, mais qui ont des choses à nous apprendre, eux autres aussi, tu sais, sur leurs habitudes, puis sur leurs enjeux, sur leurs contraintes, puis que ça, il faut prendre le temps de les écouter, puis pour, encore une fois, être dans le respect de tous les citoyens, parce que c'est eux, finalement, qui financent tout ça pour tout le monde, tu sais. On est un peu pris, entre guillemets, dans ce modèle-là de fiscalité municipale, mais en même temps, on peut le voir comme étant un levier pour que les citoyens s'y impliquent davantage en se disant, directement, moi, je le vois l'impact que ça a sur moi financièrement, alors comment est-ce que je peux m'y impliquer davantage dans tout ça, dans ces décisions-là. La Lisandre, avant de rentrer en politique, la Lisandre de maintenant, tu étais déjà quand même assez engagée là, en matière d'environnement. C'était quelque chose qui te tenait à cœur avant d'entrer en politique. Puis, ce serait quoi le plus grand apprentissage que tu as fait jusqu'à maintenant? Ou du moins, j'ai envie de te poser cette question-là, puis en même temps, j'ai envie de te poser la question aussi de qu'est-ce que tu dirais à la Lisandre du début, en 2021, avant qu'elle entre en politique, avec toutes ces... Tu sais, sa volonté, en fait, d'action, puis peut-être d'essayer de faire bouger les choses plus rapidement, finalement. Oui. Ben, d'écouter plus. Ah ouais? Hein? Ouais. Écouter plus ce que les gens qui ont de l'expérience ont à nous dire. Puis là, je fais vraiment quasiment un mea culpa, là, mais bon, bref, blague à part, là, quand on commence quelque chose, qu'on est dans la nouveauté, qu'on arrive avec un regard neuf, on a l'impression que les choses vont pouvoir changer parce que justement, on a ce regard neuf-là, qu'on apporte des nouvelles idées. Ouais. Puis c'est vraiment pas faux, là. Faut pas penser qu'on peut pas apporter justement un nouvel éclairage. C'est parfait, c'est à ça que ça sert. Mais il faut aussi beaucoup s'enrichir de ce qui est déjà là, puis de ce que les gens connaissent, puis de comment les choses se font pour qu'éventuellement, comme tu dis, finalement, les choses vont peut-être même aller plus vite parce qu'on va mieux comprendre comment ça se passe pour vrai, puis c'est quoi les rouages, puis c'est quoi les processus décisionnels, puis tout ça. Fait que d'aller chercher plus de conseils auprès des gens qui ont cette expérience-là, la valoriser davantage et dès le départ, tu sais. Mais c'est sûr que comme je le disais, quand on arrive, une espèce de fougue du début, un peu jeune labrador qui court un peu partout, là, puis qui veut tout faire. Puis 4 ans, c'est donc ben pas assez long. Puis finalement, tu sais, c'est ça. C'est de garder cette énergie-là tout en ayant conscience qu'il y a des gens qui sont passés par le même chemin puis qui ont beaucoup de choses à nous apprendre puis que les questionnements que j'ai sur le transport en commun, on les a depuis des dizaines d'années, tu sais. Fait que on va prendre un peu de recul, on va entendre ce qui s'est déjà fait comme sur le dossier puis on va juste avancer plus fort en ayant toutes ces informations-là, tu sais. Oui, puis en avançant ensemble, un peu comme tu l'as dit. C'est ça. Et il y a une question que je pose à tous les invités à la fin du balado en disant qu'est-ce que tu fais pour diversifier tes transports? Tu m'as parlé de transport en commun, que tu l'utilisais. Ouais. Tu m'as parlé que tu aimerais aussi possiblement emprunter plus souvent ton vélo. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est quoi ton rapport avec la diversification de tes modes de transport à toi?
Parce que tu marches beaucoup aussi. Oui. Tu es arrivée à pied tout à l'heure. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai la chance... En fait, j'avais quand même un grand souhait d'habiter dans Sainte-Amélie à cause de ça. Tu sais, à cause du fait que à pied, je pouvais aller au Parc des Pionniers, au Boisé, à la plage, sur Place La Salle. Ouais. Pour moi, c'était important. Je pouvais faire beaucoup de déplacements à pied. Le vélo, je dois le dire, là, j'ai fait des courts déplacements utilitaires en vélo parce que je suis encore vraiment stressée de faire des longs déplacements en vélo. Pourquoi? Parce que pour moi, la sécurité, c'est la base du déplacement actif. Puis, j'ai pas encore acquis assez de confiance, un sentiment de confiance pour me promener sur le boulevard, sur l'accotement. Fait que ça, c'est comme le petit bout que moi, faut que c'est mon défi, que je travaillerais, mais en sachant très bien que, tu sais, je veux dire, je diversifie déjà mes sources de transport, puis qu'à un moment donné, il faut que je sois indulgente envers moi-même comme je le suis envers les autres, en me disant, déjà, tu sais, je prends l'autobus plusieurs fois par semaine, on a une voiture à 2. Il faut aussi être consciente du milieu dans lequel on habite, puis du fait que nos familles sont pas Bécomo, puis que, donc, on a des déplacements hors région à faire, tu sais, fait que il faut voir, c'est ça, mon plus petit pas possible pour moi, ce serait ça, ce serait de me sécuriser davantage sur mon vélo. Mais quand même, tu sais, je suis contente. En fait, c'est en étant conseillère municipale que je me suis même acheté un vélo parce que moi, je suis vraiment pas une grande cycliste. Là. Je trippe pas tant là-dessus. Et je l'ai fait vraiment pour des raisons utilitaires, pas de loisirs. Là. C'est pas mon fun. mais je me disais, tu sais, j'aimerais ça aller à la rencontre des citoyens l'été, me promener dans le quartier, puis qu'ils me voient, puis qu'ils puissent m'interpeller. Mais je me disais, à pied, je l'ai vu pendant la campagne, c'est invivable, c'est trop long, c'est trop des longues distances. Il faut que je sois plus efficace. Puis c'est là que je suis arrivée avec le vélo, puis que c'est devenu un petit peu quelque chose pour moi qui est devenu utilitaire. Je m'en sers pour me promener dans le quartier. Mais c'est de cette façon-là, très oblique, que c'est rentré dans ma vie, tu sais. Fait que des fois, le changement va arriver par un endroit où on l'attend pas aussi, tu sais. Puis il faut être à l'affût de ça, puis il faut se regarder aussi, puis se dire « Hey, crime, il y a des choses que je fais déjà, puis je m'en rendais même pas compte, tu sais. » Oui. C'est pas obligé d'être... Tu sais, tu parles de transport en commun, tu le prends pas nécessairement tous les jours. Non. C'est quelque chose que tu fais comme quotidiennement. Fait que juste ce geste-là peut être important. Non, donc, oui, tout à fait, parce qu'il faut pas... comme je disais, il faut vivre des réussites. Hein? Tu sais, fait que si je m'étais dit il faut que je le prenne tous les jours, ça aurait été impossible de tenir cette situation-là parce que les contraintes d'horaire font des fois que ça fonctionne juste pas, tu sais. Puis c'est juste de développer le réflexe de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait fonctionner? Si oui, ben je le prends, tu sais. Puis sinon, ben ça sera demain, tu sais, puis ce sera bien correct. Ben oui. Merci, Lisandre. Merci, Anne-Édith. Ça a été un plaisir de te rencontrer. On se connaissait déjà, mais de se revoir. Oui, définitivement. Tu es conseillère municipale, donc à la ville de Bécomo depuis 2021, dans le quartier Sainte-Amélie. Merci encore d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été là. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur le laboratoire, donc Bécomobilité, rendez-vous sur le site web de la ville de Bécomo. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable, Mobilisation.